This is the way. This is the way. This is the way. Bonjour à toutes et à tous, c'est Balou et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo, chapitre 12, épisode 4 de la saison 2 de The Mandalorian, un épisode, attention, réalisé par Monsieur Apollo Creed en personne. Car oui, ce 12e chapitre est réalisé par Monsieur Carl Weathers, première réalisation du bonhomme dans l'univers de Mandalorian, et attention, pour tous ceux qui imaginaient peut-être potentiellement des rumeurs autour du retour carrément d'Ahsoka Tano dès le prochain épisode, à savoir l'épisode 5 de la saison 2, il sera écrit et réalisé par Dave Filoni. Ce sera la première fois que Dave Filoni arrive d'ailleurs dans l'écriture de la saison 2, puisque les 4 premiers ont été écrits par Jon Favreau. S'il commence à reprendre un petit peu l'ascendant sur la série et s'il prend et la réal et l'écriture, est-ce que ça va peut-être nous donner un petit avant-goût d'Ahsoka Tano et de Clone Wars qui va venir un petit peu nous émoustiller les babines? Eh bien on le verra la semaine prochaine. Épisode 4 donc, un épisode où paradoxalement je l'ai trouvé sympathique, intéressant, même s'il reste à mes yeux celui que j'ai le moins apprécié des 4 épisodes du Mandalorian qui sont sortis jusque maintenant. Peut-être quelques longueurs, des personnages qui nuisent un petit peu au rythme par moment dans l'épisode, un épisode qui est d'ailleurs assez long à démarrer, même s'il dispose d'un avantage, c'est que c'est un épisode filaire, on se retrouve directement après les aventures de Mandalorian pour retourner sur la planète Nevarro, retrouver Cara Dune et évidemment ce bon vieux Apollo, car à la base le principe est simple, il a besoin de rénovation sur son vaisseau. Et évidemment par le prisme d'un épisode filaire, on va toutefois continuer un petit peu la narration du côté de l'Empire et continuer un petit peu cet arc narratif principal qui est plutôt pertinent à découvrir, mais on reste dans cette gamme d'épisodes filaires où on aura une aventure à part entière qui là sera de détruire un complexe de l'Empire pour libérer justement la planète de Nevarro. Là où j'avais adoré le deuxième épisode qui m'emmenait un petit peu dans un univers de créatures que j'avais trouvé vraiment anxiogène, même s'il fait preuve de beaucoup d'humour et même si la scène finale, on y reviendra, est absolument jouissive, cette course-poursuite entre vaisseaux, entre motojets pour terminer avec des T-Fighters et le retour de Mando, c'était plutôt impressionnant. J'avoue avoir été un peu moins séduit, alors rassurez-vous, on est encore sur de la qualité, c'est une évidence, même si je regretterais un léger manque d'ambiance, dû certes en grande partie au scénario. Mais revenons d'abord évidemment à l'introduction de l'épisode, qu'est-ce que nous raconte ce fameux 12e chapitre? La première chose sur laquelle j'ai envie de revenir, je ne sais pas si c'est parce que j'ai un amour inconsidéré pour les Gardiens de la Galaxie, mais la toute première séquence m'a fait pleurer de rire. Avec Mando qui va tenter d'expliquer à l'enfant, non mais mets le fil rouge sur le fil bleu, non pas le fil bleu à la place du fil... Enfin, j'ai trouvé ça génial et ça m'a énormément rappelé la scène des Gardiens de la Galaxie volume 2, qui était une scène où Rocket essayait de faire comprendre le schéma d'une bombe à Baby Groot, et alors Baby Groot ne comprenait absolument rien. Il y a la même énergie, il y a le même humour, il y a le même côté effectivement très mignon de Baby Yoda. On va voir Baby Yoda qui fait la hola pendant que Mando est en train de tuer tout un tas de T-Fighters. Moi ça, oui, c'est des choses qui me font marrer. Peut-être que certains vont commencer à trouver ça un peu lourd, parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'axes qui sont autour de Baby Yoda dans cet épisode. Notamment le fait qu'on est content d'apprendre qu'il y a des écoles et qu'on y mange des macarons qui ressemblent à des Oreos. Non, c'est important d'être souligné. C'est vrai qu'on a beau être dans une galaxie lointaine, très lointaine, on s'empêche pas de temps en temps une petite douceur qui ressemble quand même pas mal à des macarons ou voire à des Oreos tout bleus. Pourquoi pas? L'occasion aussi de voir que même malgré la découverte de Bo-Katan la semaine dernière, Mando reste très proche de son credo, même en mangeant avec l'enfant, il n'ôte pas son masque, c'est un clin d'œil plutôt sympa. Mais cet épisode était surtout l'occasion de revoir moultes anciens personnages de la saison 1 afin de rendre encore plus riche la vie au sein de cet univers. Ça pour le coup c'est quelque chose que j'adore, ne serait-ce qu'entendre Carl Weathers nous dire que depuis que le Marshal a rétabli l'ordre sur Nevarro, l'Empire a complètement disparu, ou presque, on le verra par la suite de l'épisode, que la Nouvelle République ne vient pas ou très peu sur cette planète parce que visiblement la Nouvelle République sait que vis-à-vis de toutes les planètes de la bordure extérieure, ils auraient du mal à en garder le contrôle si l'Empire n'a pas réussi à le faire. Des références à Coruscant, la Nouvelle République qui va quand même venir jeter un coup d'œil à la fin de l'épisode sur cette planète pour voir si tout va bien, parce qu'on a des agents, des patrouilles qui vont naviguer de planète en planète pour voir si l'ordre justement continue dans cette galaxie. Même le rôle de Cara Dune, où on va apprendre qu'elle arrive d'Alderaan, qu'elle y a perdu sa famille, que ça la rapproche énormément de la rébellion, c'est des références qui moi me plaisent parce que Mandalorian est typiquement là pour ça. C'est pas du fan service, parce qu'on n'est pas
pas à un stade où on va vouloir écarquiller les yeux du spectateur en lui faisant tout un tas de références un peu balourdes. Là, c'est vraiment dans le subtil. Je trouve que c'est vraiment enrichir cet univers et montrer au spectateur que la Nouvelle République, l'Empire, toutes les choses que l'on connaît, naviguent toujours autour de ces tranches de vie. Moi, j'utilise beaucoup cette expression de tranches de vie d'un autre Star Wars aux confins de l'espace, plus humain, plus tendre, plus poétique, et moi, j'aime ça. Par contre, oui, certes, dans son premier quart d'heure, on brille pas par ses dialogues ni par son rythme, et certains protagonistes n'étaient peut-être pas forcément indispensables, ils nuisent justement au rythme du show, comme l'amphibien vu dans le premier épisode de la saison 1. Sur un plan de mise en scène et de réalisation, je l'ai déjà dit, mais je trouve que le rythme est assez absent au début de l'épisode. Il faut vraiment attendre la deuxième partie de l'opus pour retrouver le charisme de Mando et des aventures haletantes, avec une mise en scène, des cadrages et une photographie assez terne, sobre mais très efficace, exactement ce qu'il faut sur ce genre de scène d'action, avec quand même un immense coup de cœur pour la scène finale, à partir du moment où les motojets vont commencer à poursuivre justement le groupe de Carl Weathers. Je trouve qu'il y a un vrai potentiel, un vrai talent dans Mandalorian, on l'a vu déjà dans plusieurs épisodes avant celui-ci, à réaliser des scènes d'action en course-poursuite ou des scènes vraiment efficaces et particulièrement réalistes. C'est toujours ce qui m'a fasciné d'ailleurs dans ces aventures, ce côté à la fois grandiloquent mais aussi très réaliste pour amplifier l'atmosphère dans laquelle se trouve le spectateur. Mention spéciale au moment où tous les T-Fighters vont arriver et une espèce de séquence que je vais vous mettre que j'ai trouvé mais hallucinante. Enfin, déjà le travail de son, le travail de musicalité et le travail sonore qu'il peut y avoir qui se mêle au bruit ultra strident, ultra rauque des T-Fighters pour qu'on soit véritablement emmené dans cette bataille spatiale entre les T-Fighters et le vaisseau de Mando, je trouve que c'est très fort. Ce système de mise en place d'une bataille spatiale qu'on avait déjà pu avoir par exemple dans l'épisode 2 aide à un réalisme oppressant, péchu, viscéral, bref tout ce qu'il faut pour magnifier les talents de pilote de Dean, c'est vraiment épique au possible. Et ça la série a toujours réussi à le faire depuis son premier épisode et j'ai l'impression que plus ça va, plus ils réussissent à prendre des risques et à nous proposer une immersion bien plus intéressante. Donc on est une nouvelle fois sur un épisode de bonne facture qui peut se sublimer par son humour, tout comme par moments, notamment sur le personnage amphibien, plomber un petit peu l'ambiance et avoir un rythme qui est assez en dilettante. Beaucoup ne seront peut-être pas encore une fois d'accord avec ce principe d'épisode filaire, mais cette fois, le retour de Gus Fring, Giancarlo Esposito, le retour de Moff Gideon va être là pour avancer un petit peu l'enjeu scénaristique. Et alors je vais vous dire, c'est vraiment l'axe théorique par excellence où je suis partagé entre deux idées. Ce que je vais dire évidemment ne reste que ma théorie, je suis peut-être complètement dans le faux, mais c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans les commentaires vous pourrez me dire si dans le lore Star Wars, dans l'univers étendu, dans certains romans, dans certains comics, on a peut-être déjà quelques éléments de réponse. Moi je vais vous dire ça d'un point de vue assez néophyte dans le genre. J'ai eu l'impression qu'au moment où on découvre ce laboratoire, avec toutes ces cuves où certaines personnes sont à l'intérieur, où on a limite l'impression de revenir dans les centres de clonage de Kamino, voire peut-être même, et c'était ma théorie première, les premières ébauches de création, auquel cas Gideon connaîtrait déjà le secret de l'empereur, de ce que deviendra ensuite Snoke, on sait pas. Moi ça me donnait un petit peu ces effets-là dans la mise en scène qu'on pouvait déjà retrouver dans Star Wars 9, alors je reviendrai pas sur l'idée malheureusement de Star Wars 9 qui a été de faire de Snoke des clones, etc. Bon, je trouvais ça absolument navrant, certes, mais ça me donnait un petit peu cette idée, pourquoi pas pour revenir ensuite et pour expliquer aux spectateurs comment on en est arrivé là. Il y a d'ailleurs un membre de l'Empire qui va dire à un personnage à un moment donné, vous serez richissimement payé dans la nouvelle ère. Est-ce que la nouvelle ère ce serait le premier ordre? Est-ce qu'on préparerait déjà le premier ordre? Il y a certaines choses qui peuvent me le faire penser, déjà quand on va parler d'effets positifs de transfusion de sang, qui dureraient aux alentours de 15 jours avant de rejeter la transfusion. Donc on voit qu'on fait littéralement des expériences sanguines, on commence à comprendre pourquoi, visiblement, on a besoin de l'enfant, de Baby Yoda, ce serait pour lui prendre son sang et lui voler sa force, son pouvoir, on présume la transmettre à d'autres cobayes. Et je dis ça pourquoi? Parce qu'on parle de donneur avec un compte M. Pour moi, donneur avec un compte M, midi-chlorien, est-ce qu'on reviendrait sur ce principe de midi-chlorien? Est-ce qu'on se dirait on a besoin de donneurs qui ont un compte M parce que dans leur sang, dans leur midi-chlorien, ils ont tellement de force qu'ils vont être capables de la donner aux autres? Plutôt logique puisqu'on récupère l'enfant, donc on récupérerait l'enfant pour récupérer ses midi-chloriens, ses donneurs, son sang finalement, pour ensuite le transfuser peut-être à ces personnes qui sont dans des cuves, qui deviendraient peut-être ensuite les Snoke qu'on a tenté. C'est une de mes théories. Ou alors c'est complètement différent et on est simplement en train de créer une nouvelle armée. Ça c'est possible aussi. C'est le dernier plan qui me le montre avec Moff Gideon qui va regarder, on a l'impression des espèces d'armures, des dizaines et des dizaines d'armures sur les murs. On sait pas vraiment si c'est robotique. Moi j'ai eu du mal, j'ai regardé plusieurs fois parce que j'ai eu le temps de voir 2 fois l'épisode. J'ai regardé plusieurs fois la scène, j'arrive pas à savoir si c'est des armures ou si c'est directement de la robotique, j'arrive pas à voir ce qu'ils veulent faire. Je me suis même demandé si c'était pas nouveau design pour peut-être de futurs inquisiteurs ou inquisitrices, mais hormis dans Fallen Order, je n'ai que très peu de connaissances dans le domaine, donc je n'irai pas plus loin. Mais peut-être tout simplement que Moff Gideon travaille sur une armée
qui, grâce au sang de l'enfant, de Baby Yoda, pourrait peut-être éventuellement être une armée surdéveloppée, avec des principes de force, avec des principes midi-chloriens qui pourraient justement l'aider à reprendre le contrôle de la galaxie. Là-dessus, effectivement, vu l'armée qu'on voit à la fin, je mise beaucoup plus sur une possible éventualité dans ce domaine, plutôt que de voir peut-être les prémices des créations de Snoke. Mais après tout, sait-on jamais. Ça reste Gus Fring, il peut peut-être être en train de faire les deux. C'est deux théories que je pourrais avoir, et dans les commentaires ci-dessous, n'hésitez pas à me donner votre point de vue, évidemment. Peut-être que je suis complètement à côté, mais c'est les deux choses qui m'ont le plus interpellé, et c'est vrai que dans les deux cas, ça pourrait paraître assez crédible. Alors si c'est pour se faire une armée pour Moff Gideon, pourquoi pas? C'est vrai que si c'est pour amener un tant soit peu vers une explication de la postlogie, j'étais déjà pas fan moi de cette idée de la postlogie à la base. Bon, ça aura le mérite de nous expliquer comment c'est arrivé, ce que n'a pas fait la postlogie, et de mettre un mot et de mettre une transition vers cette chronologie, pourquoi pas? L'avenir nous le dira. Ça reste un épisode toutefois très sympathique, à n'en pas sans dire. Une place n'est pas un mot mais une promesse d'avenir. Pour croire en mes rêves, t'es dans le vide et l'autre sur l'accélérateur. Être gentil c'est vraiment cool, être honnête c'est fédérateur. Parce qu'il toujours l'est, faut qu'il y en a de plus en plus.